Tidiane Thiam, vous parliez donc du président Bédié. Quelle était la proximité dont vous bénéficiez du président Bédié? À quel moment vous vous rencontrez pour que vous deveniez plus tard son ministre? Écoutez, comment la chose commence? Oui. Bon, vous savez que par nos origines familiales, on a participé à différentes étapes du développement de la Côte d'Ivoire. C'est sur un plan personnel, je connaissais le président Bédié, je l'avais vu à Yamoussoukro, comme j'avais pu voir le président Yassé ou Mamadou Koulibaly ou d'autres personnalités ivoiriennes, mais dans la position d'un enfant regardant un adulte. Donc c'est bien plus tard, en fait, que je rentrais. J'étais à Paris à l'époque, je travaillais au cabinet McKinsey, en passe de devenir directeur associé, et j'ai trouvé un samedi soir sur mon répondeur un message du ministre Awan Guetta me disant « Le président Bédié veut déjeuner avec vous demain à Abidjan ». Donc j'ai dû le rappeler un peu embarrassé pour expliquer que c'était physiquement impossible pour moi d'être à Abidjan le dimanche pour ce déjeuner. Et ensuite, j'ai dû expliquer à mes patrons qu'on me demandait dans mon pays et qu'il fallait que j'y aille. Donc lundi, je suis parti pour Abidjan. Ensuite, ça a duré 2 semaines. C'était une période très difficile et confuse. Le président Bédié venait d'accéder au pouvoir. Il y avait eu la dévaluation du franc CFA avec une désorganisation de l'économie. Et donc, il a mis 2 semaines à me recevoir et finalement, il m'a reçu. Il y avait quelques témoins à cette rencontre. C'était un déjeuner. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le ministre Niamien Goran, que je salue tous les deux, le ministre Awan Guetta, que je salue également, le président Bédié et moi-même. Et donc, nous avons déjeuné tranquillement. À la fin du déjeuner, il m'a dit voilà, j'ai une proposition à vous faire, monsieur le président. Il m'a dit je voudrais que vous deveniez le directeur général de ce qu'on appelait à l'époque la direction et contrôle des grands travaux. Qui est aujourd'hui le BNET. Le BNET, qui a changé de nom sous ma direction. Et donc, il m'a dit, ça c'est un peu plus drôle, parce que c'est quelque chose qu'il faut savoir de lui. C'était quelqu'un qui avait un sens de l'humour assez fin et qui n'est pas évident au premier abord. Et il m'a dit, écoutez, de toute façon, je veux que vous me donniez une réponse immédiatement et sans condition. Et il a dit, ce n'est pas la peine de me dire que vous allez consulter votre épouse avant de me donner une réponse. Donc, en souriant, je lui ai dit, écoutez, monsieur le président, moi, si le pays a besoin de moi, je n'ai jamais manqué de répondre à un appel. Vous n'avez pas hésité un seul instant? Je n'ai pas hésité. J'étais terrifié. J'étais terrifié parce que je savais que c'était... C'était une sorte d'injonction? C'était un rôle. Mais vraiment, c'est plutôt dans mon tempérament de répondre à un appel pareil. C'est par patriotisme, par attachement au pays, auquel je devais beaucoup. Donc je me devais d'essayer. Et je lui ai répondu oui. Donc il m'a dit, va mettre l'ordre dans tes affaires. Dans 15 jours, je te nomme au Conseil des ministres. Et donc le 20 avril 1994, j'étais de retour à Abidjan pour être nommé donc, directeur général de la direction et contrôle des grands travaux. Quand vous prenez la direction du contrôle des grands travaux, il y a quelque chose d'anecdotique. On vous dit que cela fait quelques mois que les employés de cette direction n'ont pas été payés, n'ont pas reçu leur salaire. Je vois que vous avez bien fait votre travail. Vous avez bien fait votre travail. J'essaie. Oui. Donc j'ai pris la direction de cette entreprise à 31 ans avec 4000 employés, et effectivement, sachant qu'ils n'avaient pas été payés et qu'il n'y avait aucune perspective de les payer à un horizon raisonnable. Donc ça a été une grande leçon de management. Et si vous me permettez, je vais citer mon père, mais il disait toujours quelque chose qui m'a marqué, l'autorité ne s'exige pas, elle se consent. Le secret du commandement, c'est de comprendre que l'autorité vient d'en bas, pas d'en haut. Et vous ne pouvez diriger des êtres humains que s'ils consentent à être dirigés par vous. Donc votre autorité est dans l'exacte mesure du consentement qu'il vous donne à les guider. Donc il faut toujours s'évertuer à obtenir le consentement de ceux qui sont en bas, parce que c'est ça le fondement de votre autorité. Et le fondement du pouvoir. Sinon vous pouvez exercer une fonction, mais sans pouvoir. Et comment vous avez réussi, vous, à avoir le consentement de ceux qui... Il y a des choses assez simples. Je pense que d'abord il faut être honnête. Je ne leur ai pas menti. Je leur ai dit que j'arrivais, je les ai réunis sur la... D'abord, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai demandé à rencontrer tout le personnel. J'ai passé une journée à faire le tour des bureaux. Il y a plusieurs implantations de la DCGTX à l'époque dans Abidjan, et je suis rentré dans chaque bureau et j'ai serré la main de chaque employé. Donc à la fin de la première journée, j'avais serré la main à chaque employé de la DCGTX. C'est un objectif important. Que chacun puisse mettre un visage sur ce nom, peut-être qu'ils avaient entendu parler de moi, etc. Mais je suis là, je suis un être humain, je suis avec vous. Ça m'a permis de me rendre compte d'un tas de problèmes. Parce que quand vous passez, j'ai vu que les imprimantes ne marchaient pas.
J'ai vu au garage que les voitures n'avaient pas de pneumatique. J'ai vu que les climatiseurs étaient en panne. Si j'étais rentré dans mon bureau, dans une tour d'ivoire, en demandant aux gens de venir me voir, j'aurais mis des mois à découvrir la situation. C'est un de mes patrons qui m'a dit, quand tu prends une entreprise, il faut toujours... Faire le tour. Voilà. Et c'est une recette qui a marché? Toujours. Donc je fais toujours ça. Donc je suis allé voir et ça m'a donné aussi... Bon. Et puis ça montre aux gens qu'ils sont importants pour vous. Parce que bon, aucun dirigeant ne dit « les gens ne sont pas importants pour moi ». Tout le monde dit « oui, les hommes sont ma première ressource », mais ils ne vous croient que si vos actes sont en accord avec vos comportements. Mais quand on est à la tête d'une entreprise qui emploie près de 4000 personnes, c'est quand même difficile de faire le tour de chacun. Ben, je l'ai fait. J'ai fait le tour. J'ai serré beaucoup de mains. Et le lendemain, je les ai réunis. J'ai dit, voilà, moi, je suis arrivé ici sans personne. Pas d'équipe, pas de collaborateurs. J'ai juste amené ma sacoche. Et puis, ma détermination, ma volonté. Ce que je vous dis, c'est que je serai là tous les jours avant vous et je partirai après vous. Et puis, on va travailler ensemble. Mais je vais m'attacher d'abord à, je ne vais pas donner trop de longues réponses, mais à remettre la machine en route. Donc, avant de vous payer, je vais vous donner les instruments du travail. Et si nous travaillons bien, le gouvernement reconnaîtra notre travail et nous paiera. Mais le préalable à être payé, c'est de produire. Parce qu'on avait une situation critique. Le ministre Lamine Fadiga, que je salue également, m'a appelé le lendemain de ma nomination. On m'a parlé d'un projet qui s'appelait le projet Foxtrot. En fait, en 1994, les barrages étaient vides. Donc on allait vers les délestages en 1995, l'année de l'élection présidentielle. Donc la première mission qui m'a été confiée, c'est de dire il faut que tu nous construises une centrale thermique en 6 mois et on n'a pas d'argent. Autre challenge. Voilà, c'était en avril. Donc, je vais plus vite. Bon, en juillet, on avait signé le contrat de la centrale Cyprel qui a été construite. Vous savez, on ne vous récompense jamais pour les désastres, les catastrophes évitées. Donc, en effet, c'est la nature des choses. Voilà. Donc, la centrale a été construite, tout le monde a pu dormir avec l'électricité, la climatisation en 1995. Il n'y a jamais eu de délestage. Mais ça a été vraiment mon premier... Tout le monde plaisantait parce que je disais que j'allais nommer mon premier fils Foxtrot. Parce qu'à l'époque, mon épouse était enceinte pratiquement de 9 mois et j'ai raté les 3 derniers mois de la grossesse parce que je faisais le tour du monde pour lever des financements pour la centrale. Donc ça a été important parce que ça m'a donné de la crédibilité. Et vraiment, on allait à Washington, on négociait, on n'était pas payé. Et je pense que ça nous a donné une certaine crédibilité auprès du ministre des Finances, etc. Et les gens étaient bien disposés. Donc j'avais obtenu en fait un premier financement pour réparer les photocopies, réparer les véhicules, etc. Et ça, les gens appréciaient, réparer les climatiseurs. Les conditions de travail étaient meilleures. Bon, l'autre chose que j'ai faite, parce que, vous savez, quand on est en vue, on doit prendre sur soi et accepter que toutes sortes de choses soient dites. Donc, il y a toutes sortes de considérations faites sur mes rapports avec la France. Je suis arrivé à la DCGTX, il y avait 150 expatriés. Et 3850 employés ivoiriens. Les 150 expatriés faisaient 48% de la masse salariale. À 150, la moitié des salaires. Donc, en fait, j'ai licencié tous les 150. Et je leur ai proposé, la semaine de mon arrivée, un contrat ivoirien. Il y en a 9 sur les 150 qui sont restés, 141 qui sont partis. J'ai trouvé les fonds pour payer leurs droits de licenciement et j'ai nommé des Ivoiriens à tous les postes de direction. Et donc, j'ai eu le chef de la mission de coopération française dans mon bureau qui m'a dit « Mais vous, monsieur Thiam, nous, on veut savoir si vous êtes pro-français ou anti-français. » Et je lui ai dit... À l'époque déjà? Oui, je lui ai dit, monsieur, ni l'un ni l'autre, je suis juste pour Côte d'Ivoire.